C'est vrai. Oui, en effet. Je veux dire, si la Russie ne poursuivait pas simplement un objectif d'expansion territoriale ou impérialiste, elle aurait facilement pu annexer ou prendre le contrôle du Donbass au cours des 7 années entre 2014 et 2021. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne les a pas absorbés. Même si de nombreux ouvrages, d'ailleurs, affirment que la Russie a pris le contrôle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Ce n'est pas le cas. Elle les a reconnus comme des États indépendants. Et bien sûr, c'est une question qui devra être négociée avec la Géorgie en temps voulu. Mais la question plus large, pourquoi, est celle sur laquelle nous devons vraiment nous concentrer. Il y a toutes sortes de réponses à cela. La première, la psychosociale, est que nous avons une élite totalement dégradée. Certainement au Royaume-Uni, c'est le cas. Regardez simplement nos dirigeants dans tous les grands partis politiques, tous répétant, sans réfléchir, le même discours militariste, à l'exception de quelques rares exceptions qui ne siègent pour la plupart plus au Parlement. Ensuite, il y a ce cadre plus large, qui remonte par exemple à la rivalité anglo-russe avant la Révolution, à la guerre de Crimée, et encore plus loin. Mais il existe aussi beaucoup d'éléments contraires. Lorsque Tony Blair, au début de l'an 2000, alors que Poutine arrivait au pouvoir, a clairement tenté un rapprochement, Poutine est venu en visite d'État. Il y avait donc des éléments positifs. Mais bien sûr, l'invasion anglo-américaine de l'Irak a gâché tout cela. Et bien sûr, ensuite la Libye, le traité ABM et tout le reste. Il y a donc, si l'on veut, l'approche psychosociale. Il y a l'approche historique de la russophobie. Et en réalité, on pourrait même dire qu'il existe, on pourrait remonter à René Girard, l'idée d'une sorte de rivalité mimétique entre deux représentations de la modernité, où la Russie conservera toujours sa propre singularité civilisationnelle. Et cela est à saluer, tout comme la singularité britannique l'est en elle-même. Et bien sûr, mon argument précis est qu'après 1945, lorsque nous étions alliés pendant la guerre, tout cela découle de l'élément de l'hégémonie américaine, qui a cherché à dominer après 1945. Dès 1947, ce projet hégémonique avait déjà pris forme. Qu'elle allait dominer l'Europe occidentale. Et nous savons que les frères Dulles étaient assez cyniques et impitoyables dans l'imposition de cette politique. L'un au département d'État, l'autre à la tête de la CIA. Il était donc tout à fait clair qu'ils allaient dominer l'Europe occidentale. Et c'est pour cette raison que l'unification de l'Allemagne ne s'est pas faite dans un sens positif. On a eu, au contraire, une unification négative. Et bien sûr, 1989 fut, nous pouvons le voir maintenant, une série de révolutions négatives, car elles n'ont pas l'amertume d'un pays comme les républiques baltes, comme la Lituanie, envers la Russie, vient du fait que l'un des échecs de l'Union européenne est que, au lieu de transcender la logique du conflit, elle l'a en réalité facilité et amplifié. Il y a donc là de nombreux éléments, mais il n'y a pas de commencement. Il y a bien longtemps, en 1990, ou était-ce en 1991, j'étais à la conférence de la Political Studies Association, notre association britannique de sciences politiques. Et Landsbergis, qui était alors le dirigeant de la Lituanie, Vytautas, je crois, Landsbergis, c'était il y a longtemps, nous a donné le discours principal. Et je me souviens des délégués, un très grand groupe, 500 ou 600 politologues. Nous avons été choqués par son langage, son discours virulent, raciste, anti-russe. C'était en 1990-1991, à une époque où la Russie, sous Yeltsin, avait facilité l'indépendance de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. C'était donc tout simplement stupéfiant. D'où cela venait-il? Et bien sûr, c'étaient les démons cachés. Et ces démons, au lieu d'être éliminés, étaient nourris et entretenus. Et nous avons, vous savez, chercheurs de Porcer, venus d'Estonie par exemple, qui parlent de la politique de la mémoire.
Tout se résume à ceci. Nous détestons la Russie. Nous devons entretenir une politique de la mémoire pour que personne n'oublie jamais cela. Et nous devons ensuite utiliser tous les instruments à notre disposition, et les Polonais s'y prêtent, pour détruire l'ennemi historique. Or, comme je le dis depuis longtemps, vous savez, mon père était polonais. Il a failli faire partie de ceux capturés et emmenés à Katyn. Il a rencontré les forces soviétiques en tant que réserviste de l'armée polonaise le 17 septembre 1939. Et pourtant, il n'a jamais éprouvé d'amertume. Il comprenait les enjeux plus larges, et c'est peut-être pour cela que je suis ce que je suis. Parce que, oui, il comprenait à quel point les choses étaient terribles. Katyn, le meurtre de près de 24 000 officiers polonais de sang-froid. Mais, vous savez, et si nous ne digérons pas cette histoire, nous sommes condamnés à la répéter. Et malheureusement, nous la répétons sous une forme encore pire que tout ce qui a précédé. Oui, eh bien, c'est là le problème. Quand cela devient une question où un camp a raison et l'autre a tort, ou bien est mal. Chaque fois qu'il y a une forme d'unification, cela n'harmonise pas vraiment les deux côtés. Les Allemands ont eu les mêmes discussions. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est se sont unifiées, on a toujours supposé que la partie occidentale avait raison, donc il suffisait de rejeter tout ce qui venait de l'Est. Mais en Allemagne de l'Est, il ne faisait pas gris tous les jours. Ils avaient aussi d'autres choses. Mais je voulais te poser une question sur la répartition du pouvoir et savoir si tu penses que cela peut nous aider aujourd'hui. Parce que, encore une fois, quand la Russie était la plus grande puissance, ou qu'on pouvait l'appeler un adversaire, comme elle l'était au XIXe siècle pour les Britanniques, ou au XXe pour l'Occident politique, il y avait alors une incitation naturelle à s'équilibrer face aux Russes, et on adoptait toutes les idéologies qui les présentaient comme tout ce que nous n'étions pas. Mais selon la répartition actuelle, la Chine étant la puissance la plus importante et ayant même dépassé l'économie américaine en termes de parité de pouvoir d'achat il y a déjà 12 ans, il y aurait un intérêt à ne pas repousser la Chine ou la Russie. Même les Allemands et les Français, avant 2022, raisonnaient ainsi. Ne poussons pas les Russes trop loin, sinon ils finiront par se rapprocher de la Chine. Et en effet, on voit maintenant qu'une partie de l'idée de Trump semble s'inspirer des conseils de Kissinger, qui soulignait qu'il ne faut pas rapprocher ces deux géants eurasiens. La Chine est la plus grande. Il faudrait rallier les Russes à notre camp. Il y a donc là des incitations liées à la question du pouvoir. Mais nous ne faisons rien. Toutes les choses dont nous savions qu'elles ne fonctionneraient pas, ou qui étaient les plus dangereuses, c'est-à-dire entrer en guerre essentiellement contre la Russie, nous les avons faites quand même. Il est donc très difficile d'y voir uniquement une question de politique de puissance, car il y a là quelque chose de plus profond en termes de haine. J'emploierai le mot « haine » de la Russie, car elle dure depuis si longtemps. À Washington, bien sûr, il y a un grand débat. Il y a l'école de pensée d'Elbridge-Colby, qui se concentre fortement sur la Chine en tant que principal adversaire. Et cela s'est en partie reflété dans la stratégie de sécurité nationale. Puis il y a les monts Libyos et d'autres qui continuent de mener la guerre froide, certainement vis-à-vis de Cuba, mais aussi vis-à-vis de la Russie. En d'autres termes, il y a à Washington un débat du genre de celui que nous n'avons même pas encore commencé à Londres, Paris ou Berlin, ni à Bruxelles, de la manière que vous suggérez. Car oui, le monde a évolué. L'Europe est marginalisée. Elle a perdu sa solidité en tant qu'allié. Même si l'on considère celui ou celle qui sera élu en 2028, nous ne pourrons pas revenir à ce qui existait auparavant. Et même à cette époque, il y avait toujours des tensions au sein du système de puissance atlantique.
Oui, l'équilibre de l'autorité économique et politique est en train de changer. C'est un monde multipolaire, il l'est vraiment. Mais bien sûr, la multipolarité s'exerce à de nombreux niveaux différents. Au niveau du pouvoir, oui, sans aucun doute, la Chine émerge désormais comme une puissance distincte. Mais c'est justement l'une des raisons pour lesquelles tant d'efforts sont déployés pour la délégitimer, pour affirmer qu'il s'agit d'une dictature communiste despotique, en soulignant les manques et les faiblesses de ce système, qui bien sûr existent. Donc, oui, mais la multipolarité, en fin de compte, et c'est là que j'attacherai ma propre charrette, est vraiment une vision normative fondée sur la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, il y a 193 États souverains et indépendants aux Nations Unies. Et nous devons travailler, oui, les grandes puissances doivent travailler, et j'emploie le mot courtoisie, à travailler ensemble également. C'était l'idée initiale des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qu'ils auraient une responsabilité particulière. Ce n'était pas seulement un privilège que de disposer de ce pouvoir de veto permanent. La responsabilité consistait à essayer de collaborer pour résoudre les problèmes mondiaux. Et bien sûr, ce que nous avons vu à la fin de la guerre froide, c'est que la France et le Royaume-Uni votaient presque toujours avec les États-Unis et prenaient la tête avec eux. Vous avez donc un bloc de 3. De plus, les Britanniques ont réussi à prendre le contrôle du secrétariat et à le manipuler. Vous avez maintenant l'Assemblée générale des Nations unies, présidée par, eh bien, on n'aurait pas pu l'inventer, Annalena Baerbock, une russophobe virulente, ce qui mine la crédibilité de l'Assemblée générale. Bien sûr, ils doivent respecter les points de vue du Sud global, mais néanmoins, à travers la définition de l'ordre du jour et le type de résolution qu'ils proposent, ils façonnent le processus. En d'autres termes, la catastrophe actuelle réside dans le fait que le système international, les Nations unies, est devenu un instrument de ce que l'on pourrait appeler une nouvelle guerre froide, un instrument de la politique et de la rivalité des grandes puissances, plutôt qu'un forum destiné au règlement des différends. Nous traversons donc une période très sombre, et cela conduit à la destruction de la plus grande réussite des 80 dernières années, à savoir les Nations unies, non seulement en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'idée. Une idée selon laquelle nous trouvons des moyens pacifiques, une manière de travailler à partir des fondements normatifs d'États souverains coopérant ensemble. Ce n'est donc pas seulement Westphalie, c'est Westphalie plus des États souverains œuvrant à travers l'internationalisme et le multilatéralisme dans le cadre des Nations unies et de leurs normes. Et c'est cela que nous perdons aujourd'hui, l'esprit de 1945. Eh bien, on peut replacer cela dans un contexte plus large. Tous les efforts historiques visant à créer une architecture de sécurité inclusive, une qui reflète réellement le droit international, cherchent à garantir la sécurité avec les autres membres plutôt que contre les non-membres. En d'autres termes, si l'on veut distinguer une architecture de sécurité collective d'une alliance, que l'on parle du concert européen, de la Société des Nations ou des Nations Unies, il existe toujours le risque que les pays commencent à se regrouper en système d'alliance, de petits blocs exclusifs, et que leur loyauté envers ce bloc dépasse celle qu'ils doivent à l'architecture de sécurité collective. Ou, pour le dire dans le contexte des institutions actuelles, nous plaçons l'OTAN avant les Nations Unies. Eh bien, c'est essentiellement ce qui a été fait, surtout depuis 1989. Mais pour conclure, avez-vous quelques pensées optimistes à partager? Ou pensez-vous, comme vous l'avez dit, que nous entrons dans une période un peu sombre? Non. En réalité, j'ai commencé cette année très pessimiste. Malheureusement, je ne vois guère de raison d'être optimiste, surtout d'un point de vue européen.
Oui, certains dirigeants disent maintenant qu'il faut réellement engager une diplomatie avec la Russie. Eh bien, n'est-ce pas étonnant? La diplomatie signifie que l'on parle réellement. Dans des pourparlers de paix, on parle à l'autre camp, de l'autre côté de la table. Il y a donc une petite lueur de compréhension du fait qu'il faut évoluer vers une nouvelle dynamique dans ces négociations de paix pour mettre fin à cette guerre terrible. Cette guerre terrible qui, lundi dernier, a dépassé en durée ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Mais malheureusement, pour le Royaume-Uni, la Seconde Guerre mondiale a duré 5 ans et demi. J'ai donc le sentiment qu'il reste encore du chemin à parcourir avant d'atteindre une quelconque résolution. Oui, je suis très pessimiste. Eh bien, pouvoir plaider en faveur de la diplomatie sans être diffamé, censuré ou annulé, je suppose que c'est un progrès positif. Mais nous plaçons la barre un peu bas. Cela dit, oui, quelque chose semble aller dans la bonne direction. Mais oui, je partage ton pessimisme. Le début de l'année 2026 a été très difficile. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. No, merci.